Bonjour, bienvenue dans la série sur la mécanique quantique. Donc continuons sur les principes de base. Alors, nous allons commencer par discuter plus précisément des relations entre le point de vue ondulatoire et corpusculaire. Nous savons déjà que ni le point de vue ondulatoire ni le point de vue corpusculaire ne sont corrects. Je voudrais toujours présenter les choses avec précision, ou du moins de façon assez précise, pour qu'on ne doive pas les changer par la suite lorsqu'on en apprendra plus. Je voudrais ne faire que des extensions, mais pas de changements. Mais lorsque nous essayons de parler des descriptions ondulatoires ou corpusculaires, nous n'oublions pas que toutes les deux sont approximatives et seront donc modifiées par la suite. Ainsi, ce que nous apprenons dans ce qui va suivre ne sera pas dans un certain sens très précis. Nous allons employer des arguments semi-intuitifs qui seront rendus plus précis par la suite. Mais certaines choses changeront un petit peu lorsque nous les interpréterons correctement en mécanique quantique. Je fais ça pour que vous ayez quelques idées qualitatives de certains phénomènes quantiques avant qu'on aborde les détails du formalisme plus abstrait de la mécanique quantique. De plus, toutes ces expériences traitent d'ondes et de particules pour comprendre un peu ce qui se passe dans les circonstances données avant de connaître la manière de formaliser les amplitudes quantiques. J'essaierai d'indiquer les points faibles au fur et à mesure, mais l'essentiel est presque tout à fait correct. Il ne s'agit que de questions d'interprétation. Tout d'abord, nous savons que la nouvelle façon de représenter le monde en mécanique quantique, ce nouveau canevas, consiste à donner une amplitude pour tout événement possible, une amplitude complexe, une amplitude de probabilité. Et si cet événement implique la réception d'une particule, alors nous pouvons donner l'amplitude pour trouver la particule à différents endroits et différents moments. La probabilité de trouver la particule est alors proportionnelle au carré du module de l'amplitude. Rappelez-vous, c'est un nombre complexe. En général, l'amplitude peut, pour trouver une particule en différents endroits et à différents instants, varie avec le lieu et avec le temps. Dans quelques cas particuliers, importants, l'amplitude peut varier de façon sinusoïdale dans l'espace et dans le temps, comme une onde. On va l'écrire ici, FCT, oméga T moins KR. Alors, je vais expliquer cette notation. D'abord, j'écris FCT, non, c'est une exponentielle complexe. Mais je vais écrire juste FCT pour fonction, pour ne pas aller trop loin dans les détails, dans les mathématiques. FCT est juste une fonction qui varie de manière sinusoïdale en fonction de la valeur de l'argument. Oméga est appelé la pulsation et est égal à 2π fois la fréquence. Alors pourquoi ça? Parce que la fonction qui est choisie fait une oscillation complète chaque fois que l'argument varie de 2π. Et donc, en fonction du temps, ça varie sinusoïdalement avec la même fréquence nu, ici. C'est facile à voir. T, c'est bien sûr donc le temps, et lorsqu'on écrit des vecteurs, ils sont notés avec une flèche. Donc qu'est-ce qu'un vecteur? Si vous ne le savez pas, mais c'est simplement une grandeur associée à une direction. Donc qu'on peut représenter par une flèche. Ainsi, R est le vecteur position, pris par rapport à une certaine origine O de référence quelconque, et une position donnée sera donc donnée par une flèche, le vecteur R. Il y aura à la fois la distance et la direction. N'oubliez donc pas aussi que les amplitudes et donc la fonction FCT
sont des nombres complexes et non des nombres réels. Donc quand je dis que ça aussi, ça reste des nombres complexes. Une telle amplitude varie suivant une fréquence définie par nu ou oméga et un nombre d'ondes, k, qui donne, donc si on a une onde quelconque, dans une unité de longueur, on va dire 1 mètre, ça donne le nombre d'oscillations à 2π près, c'est-à-dire que la valeur de k, c'est 2π sur lambda, c'est un peu comme pour ici. Donc, c'est l'inverse de la longueur d'onde fois 2π. Et là, comme c'est un vecteur, la direction n'est rien d'autre que la direction de propagation de l'onde. On peut d'ailleurs s'amuser à essayer différentes valeurs de l'argument et voir que cela correspond, puisque ça aussi, chaque fois qu'une valeur 2π est passée, il est possible alors de voir que ça aussi, ça donne une onde progressive de fréquence nue et de longueur d'onde lambda, et la vitesse qui est le produit des deux. Il se trouve que cela correspond à une situation classique, limite, où nous croirions avoir affaire à une particule dont l'énergie E serait connue et reliée à la fréquence par E égale h bar oméga, qui n'est d'autre que h nu, et dont la quantité de mouvement ou impulsion, P, qu'on représente ici avec un vecteur, c'est-à-dire l'impulsion avec la direction de mouvement de la particule, l'impulsion serait aussi connue et serait reliée au nombre d'ondes par P égale h bar K, et c'est-à-dire H sur lambda fois la direction, un petit vecteur unitaire qui indique la direction. Et P égale H sur lambda, on l'avait déjà vu. Donc voilà un peu pour un formalisme un peu plus abstrait, un peu plus technique, mais qui n'est pas très difficile. On n'ira pas beaucoup plus loin dans les complications mathématiques. L'important est surtout de connaître les notations qui sont utilisées, qui sont souvent bien pratiques. Elles permettent souvent de résumer une situation avec quelques symboles très clairs. Et il ne s'agit pas ici de faire des calculs complexes, et c'est d'ailleurs pour ça que je n'ai pas décrit exactement la fonction. Je dis juste qu'elle oscille avec une période, en fonction de l'argument, une période de 2π. Voilà, et nous continuerons dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.